je vous propose donc de passer à le premier MOOC, qui est donc la programmation récursive, et qui a été donné donc au début de l'année. Alors d'abord, puisque comment dire, les MOOC se singularisent souvent par les premières lettres, c'est un SOOC, et c'est un SOOC, c'est-à-dire un Small Open Online Course, puisque le nombre d'inscrits en fait a été relativement faible par rapport aux centaines de milliers qu'on peut voir ailleurs. Donc je vous donnerai quelques chiffres et je vous indiquerai un petit peu quelle est l'ossature de ce qui se trouve derrière. Pour les gens qui veulent regarder, tout est encore en ligne sur programmationrecursive.net. Alors, le SOOC dans son détail, voici. Donc, c'est un cours qui est dans la lignée du cours qui se donne de programmation récursive qui se donne depuis 2000 à l'UPMC, ou qui s'est donné depuis 2000 à l'UPMC. C'est un cours classique pour débutants. Il a eu l'avantage en fait d'avoir un matériel qui était extrêmement rodé, puisqu'on a sorti effectivement le livre de cours, je crois, en début 2004. On a eu les premières vidéos faites en 2004, le livre d'exercice qui est sorti en 2005, les bandes son de 2005-2006 et d'autres. Et on a simplement réutilisé je dirais, le contenu intellectuel de ce cours, mais on a refait en fait tous les matériaux, tous les transparents, toutes les vidéos et tout. Et avec une licence, comment dire, Creative Commons. Il est doté d'exercices à correction automatisée. Ça, c'était quelque chose qui existait depuis les années 2002 et donc qui a été remis en branle pour ce MOOC. Il y a un accent donc énorme qui a été mis sur les tests, et ça depuis déjà les années 2000. Et je pense en fait qu'aujourd'hui, les MOOC sont encore dans une phase d'enfance, puisque, comme je l'ai dit, on se pose la question après chaque cours de se dire, après chaque vidéo par exemple, ou chaque séquence, qu'est-ce que je peux tester sur les apprenants pour essayer de m'assurer qu'ils ont compris ce que je viens de raconter. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, je dirais, dans l'enseignement, puisqu'en général, on se posait simplement la question au niveau de l'examen final. Qu'est-ce qu'en 2 heures, je peux essayer de prouver quant à le fait qu'ils ont suivi 6 mois de cours où je leur ai déversé plein de sciences? Maintenant, en fait, sur chaque vidéo, donc qui dure, je ne sais pas, 6 ou 10 minutes, vous vous posez qu'est-ce que j'ai raconté et comment vais-je m'assurer que ce que j'ai raconté, c'est bien rentré dans leur crâne. Test-driven development, c'est la méthode qu'on avait prise pour l'enseignement donc de la programmation récursive, c'est-à-dire qu'il y a plein d'exercices après chaque concept qui est ça. Et en fait, dans les MOOC, on aimerait bien, et ça sera donc la phase comment dire, supplémentaire, dire on va commencer à écrire les tests avant de retourner la vidéo qui permettra de tester qu'on passe les tests, etc. Donc ça, on n'y est pas encore là, mais je pense qu'on s'y acheminera petit à petit. Enfin, les avantages, donc ça, c'est premièrement, on introduisait à la récursion, qui est un concept que les étudiants, enfin comment dire, les lycéens qui sortent de terminale n'ont jamais vu. Donc, ça permettait effectivement d'introduire quelque chose qui était scientifique et qui avait un contenu intellectuel intéressant. On utilisait le langage Scheme parce que c'était le plus simple pour faire cette chose-là. Et il y avait aussi un intérêt, donc j'ai mis ce nouveau néologisme non genré, en ce sens que les filles et les garçons, en fait, étaient à égalité devant ces concepts-là. Et en 2000, je me souviens que les gens qui étaient très forts parce qu'ils savaient régler les IRQ de leur PC pour mettre leur carte vidéo, ben en fait, ça leur servait à rien pour apprendre la programmation récursive. Alors, très rapidement, le calendrier, j'ai proposé ça en fait en juin 2013, comment dire, à la Tour Centrale. Marc est là pour s'en souvenir. On a eu, comment dire, on a fait des choix, j'ai fait des choix de plateforme en fait dès l'été pour pouvoir travailler dessus. Le début du filmage, ça a commencé en janvier 2014, c'est-à-dire en fait très peu de temps avant l'ouverture qui était prévue initialement le 18 février. Finalement, la bande-annonce n'ayant été montée que début février, j'ai reculé un petit peu le début du MOOC. Et en fait, il a commencé vraiment le 4 mars, où on a commencé effectivement à mettre en ligne toutes les semaines les premières vidéos, les exercices, les textes accompagnants, etc., etc. Bon, on a fait un premier questionnaire pour essayer de savoir quelles étaient notre audience. On a introduit des badges pour essayer de dire on va récompenser les gens qui font bien les exercices. Donc, il y a eu un badge maître en récursion linéaire, grand maître en récursion linéaire et maître suprême en récursion linéaire pour ceux qui avaient au moins 90% d'exercices réussis, etc. Alors, la même chose sur la récursion arborescente, un second questionnaire qui n'a pas eu beaucoup de succès, et puis ensuite, de nouveau un badge pour la récursion arborescente. Et on a terminé en fait par un examen en ligne donc, qui a eu lieu vers le 22 mai. Et il se trouve qu'à Nice, un certain nombre d'étudiants, 25, ont fait cet examen en présentiel à Nice. Et les notes qu'ils ont obtenues ont compté dans leur contrôle continu de Nice. L'expérience aurait dû aussi être faite à Marrakech, mais malheureusement, ça n'a pas pu marcher. Voilà.
Tout ça pour dire que en fait, ce sont des processus longs de création, de fabrication et qu'il faut s'y prendre vraiment très, très à l'avance. Alors, juste dans le séquencement, quelques indications. C'était 10 semaines de cours, exactement comme le cours lui-même. Tous les mardis matins, on faisait paraître les nouvelles vidéos, les nouveaux exercices, les nouveaux textes. Ça permet d'avoir un samedi, dimanche calme et le lundi pour pouvoir faire les derniers rustinages nécessaires. J'annonçais juste par une brève dans le forum que les nouvelles ressources étaient en ligne. L'inscription n'était pas obligatoire, mais si vous vouliez interagir sur le forum ou faire des exercices, vous étiez obligé de vous inscrire. Et ensuite, aujourd'hui, les ressources sont toujours en ligne et le seront jusqu'à ce que les machines qui sont derrière continuent de tourner. Bon, je passe sur le, comment dire, sur le déroulement du MOOC tout entier, puisque en fait, un grand nombre d'entre vous ont participé à ce cours et savent que on a fait de la récursion sur les entiers, de la récursion sur les listes, de la récursion sur les arbres, et qu'on terminait par la fonction eval qui permet de prendre un texte, de considérer comme étant un arbre sur lequel en fait on écrit un algorithme récursif qui permet d'en sortir la valeur. Alors, en termes de moyens, il y a eu un enseignant, moi, 0 heure de service, 4 moniteurs, comment dire, procurés par l'UFR. C'était donc des doctorants qui étaient en panne de service. Il y a eu environ 7 heures de vidéos qui ont été faites par le CPM, donc le Centre de production multimédia. J'ai eu plein de coups de main de collègues, d'anciens collègues, etc., qui m'ont aidé sur des tas d'aspects. Si vous voulez avoir une idée du nombre de machines, il y en avait 2 chez OVH, 3 au Lipsys, 3 à la plateforme pédagogique et technologique de l'informatique. Ouais. Et puis une chez moi qui est en backup encore. Et comme j'ai utilisé énormément de choses chez Google parce que c'était pas très cher, il y a X machines chez Google, je sais pas, 1000, 2000, etc. Donc je dis un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé pendant ce SOOC. Alors, les caractéristiques particulières, donc il y a des exercices à correction automatisée. Et ça, on s'est très vite aperçu que les gens boudaient les QCM, donc qui étaient faits après les séquences de cours. On on leur posait des questions sur la séquence vidéo qui venait d'avoir lieu. Et les gens, en fait, ce qu'ils avaient envie, c'était plutôt de se mesurer aux exercices et de voir s'ils programmaient correctement ou pas. J'ai fait des visioconférences en direct, donc j'en ai fait 3 parce qu'au bout de la troisième, on n'a pas réussi à trouver un créneau qui permette je dirais, de satisfaire les gens. De toute façon, les sondages n'ayant donné qu'une seule réponse et ayant satisfait cette unique réponse, et l'unique dame qui me revoyait toutes les semaines, en fait, n'avait pas de questions à me poser. Donc, du coup, on a arrêté les vidéoconférences en direct. Le forum a été assez bien utilisé. Les badges étaient limités au forum, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sous des ossatures comme les open badges de Mozilla, ce qui fait que vous pouvez ensuite les afficher sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Donc c'était purement local. Et à la fin, il y avait un beau certificat de réussite. Et donc celui-là, c'est celui de la jeune Valérie M, qui a fait tous les exercices et qui a donc réussi tout. Alors, quelques chiffres, parce que le gros intérêt effectivement de tout ça, c'est qu'on collecte des tas de traces et ça permet en fait d'avoir je dirais, des expériences pédagogiques qui sont enfin significatives. Donc, je dis souvent que le monde est plein d'expériences pédagogiques qui ont marché. Mais en fait, les expériences pédagogiques, par construction, ne peuvent que marcher. Vous prenez 10 étudiants triés sur le volet qui sont tous volontaires pour faire l'expérience pédagogique. Et là, d'une certaine manière, s'ils réfléchissent un peu, ils savent qu'ils ne peuvent pas rater une expérience pédagogique puisqu'on les a sélectionnés pour l'expérience pédagogique. Ils savent, c'est une métaconnaissance qui est que si on vous prend pour une expérience, on ne peut pas vous refuser votre examen derrière. Donc en fait, au bout d'un an, on dit l'expérience a vraiment bien marché. Sauf qu'elle n'est pas reproductible, les nombres ne sont pas significatifs, etc., etc. Là, avec les MOOC, et même avec les petits chiffres que j'ai, et que vous verrez tout à l'heure, en fait, on commence à avoir des vraies expériences où on peut se dire, tiens, je vais couper ma population en deux, je vais faire quelque chose à un groupe témoin et puis quelque chose d'autre à un autre groupe, et puis on va commencer à vérifier si oui ou non les expériences qu'on fait sont bénéfiques ou pas. Donc tout ça, c'est assez intéressant. Voici les chiffres des inscriptions au MOOC. Alors, c'est les chiffres différentiels semaine après semaine. Donc, vous voyez que la première semaine, j'ai eu environ 180 inscriptions. J'en ai eu 80 la seconde semaine. La troisième semaine, je ne sais plus très bien pourquoi, mais il n'y a pas eu grand-chose. Et la quatrième semaine, le bouche à l'oreille a commencé un peu à marcher et donc j'ai un petit peu plus de gens. En fait, comment dire, il y a les inscriptions et donc vous voyez en fait que les inscriptions ont continué de monter. C'est-à-dire que même en 10e semaine, quand le MOOC est terminé, il y a des gens qui continuent de s'inscrire. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça a clairement monté. Par contre, lorsqu'on voulait, la première chose qu'on demandait aux gens lorsqu'ils s'étaient inscrits, c'était de dire, et si vous voulez participer au forum ou si vous voulez faire des exercices, voilà le lien sur lequel il faut cliquer.
Et là, vous vous rendez compte en fait que seulement 1/5 des gens ont cliqué sur ce lien et indiqué leur nom et leur prénom. Donc il y a un taux d'attrition qui est assez considérable. Et si vous regardez maintenant les gens qui ont testé au moins un exercice, qui ont tenté un exercice à correction automatisée, vous apercevez que c'est la courbe verte là qui est un petit peu en forme de petite colline. C'est en fait très très faible par rapport au nombre total de gens inscrits. Alors, ça, c'est les chiffres, comment dire, généraux, donc avec le nombre d'inscrits. Donc, vous voyez, c'est pas massif, hein, 585, on peut pas dire que ça soit massif. Vous apercevez que les inscrits avec nom prénom, c'est à peu près le quart. Les inscrits au forum, c'est à peu près les mêmes. Les intervenants au forum, vous vous rendez compte qu'il y a encore un taux d'attrition de 10. Bon, tout ça, ça vous donne une idée. Et à la fin, ayant tenté l'exercice, l'examen final, il y en a 35 et il y en a 24 qui ont réussi cet exercice. C'est plus visible sous la forme suivante. Là, vous avez donc les inscrits. Vous apercevez qu'il y a à peu près 1/5 d'actifs. Il y a 1/9 du 1/5 de gens qui causent sur les forums. Et il y a un petit peu plus de gens qui ont réussi l'examen final que les gens qui causent sur le forum. Mais ça vous montre effectivement que les taux d'attrition en fait entre les inscrits initiaux et ceux qui, disons, sont vraiment actifs sont en fait considérables. Ce qui veut dire en fait que le nombre d'inscrits n'a strictement aucun intérêt puisque effectivement, ça ne dit rien sur leur motivation quant à suivre le cours. Donc en fait, les vraies statistiques sont sur les actifs, c'est-à-dire sur le petit carré vert qui se trouve ici. Alors, ensuite, on peut regarder en termes de typologie. Alors, c'est pas terrible, puisqu'en fait, sur les 500 inscrits ou les 100 actifs, j'ai eu environ une cinquantaine de questionnaires seulement qui ont été renseignés. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'évidemment, c'est typique, je dirais, des MOOC, c'est-à-dire que ce sont les serial learners, c'est-à-dire les gens qui sont capables d'apprendre, qui ont tendance à s'inscrire au MOOC. Et donc, vous voyez que les gens qui ont un doctorat, un master ou une licence ou un DUG représentent en fait quasiment comment dire, au moins la moitié des gens qui suivent les MOOC. Donc, et puis je suppose qu'il y a un certain nombre de collègues qui se sont inscrits. Alors, je ne sais pas s'ils ont continué, mais ils ont dû certainement, comment dire, contribuer au nombre de doctorats, de Bac+5, etc. Alors, ça, c'est un histogramme sur les 102 actifs, donc les apprenants qui ont effectivement vraiment fait des exercices. Et donc, ça permet de montrer, en fait, vous avez le pourcentage d'exercices réussis. Donc, à droite, vous avez ceux qui ont réussi 100% des exercices, et à gauche, ceux qui ont réussi 0% des exercices. Et vous apercevez effectivement que le nombre d'apprenants, donc c'est un histogramme, il y a 40 personnes qui ont réussi 0% des exercices. Je parle des actifs qui ont tenté au moins un exercice et qui n'en ont réussi aucun. Et on s'aperçoit effectivement très très vite que, en gros, les gens qui ont réussi au moins 40% des exercices commencent à être des gens actifs raisonnables. Et quand on regarde de plus près et qu'on corrèle ça à la réussite, on s'aperçoit en fait que une règle, je dirais bien connue, qui est qu'en gros, quand vous avez fait au moins la moitié des exercices, vos chances de réussir à la fin sont énormes. C'est presque totalement corrélé. Mais ça, c'est logique, c'est, je dirais, la logique prépa. Si vous faites tous les exercices, il y a peu de chances qu'à l'examen tombe un exercice que vous n'ayez pas préparé. Et donc, plus vous faites d'exercices, plus vous avez de chances de réussir l'examen. Mais ça, c'est bien connu tout le temps. Alors, suite à une visite avec Antoine Rosy d'un Canadien qui avait étudié en fait la typologie des gens qui suivaient les MOOC, je me suis amusé ici à représenter le nombre de vidéos qui ont été vues, donc il y a environ 70 vidéos, et le nombre d'exercices qui ont été tentés. Il y avait environ 90 exercices qui étaient proposés. Donc vous avez en haut, comment dire ici, vous avez la personne qui a regardé toutes les vidéos et qui a fait tous les exercices. Il a eu l'examen final, rassurez-vous. Là, ici, vous aviez en fait quelque chose que notre collègue canadien avait vu, c'est les gens qui regardent les vidéos, mais qui en fait ne font strictement rien en termes d'exercice. On n'en a aucun, et non seulement on n'en a aucun, mais on s'aperçoit en fait que dans toute cette zone-là, il n'y a strictement personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fou qui regarde toutes les vidéos sans faire un seul exercice, ce qui est quand même réconfortant par certains côtés. Ici, dans le coin ici, vous avez les gens qui ont fait quelques vidéos, donc 10, 15, et puis qui ont tenté 3-4 exercices, moins de 10, et donc, vous en avez effectivement un paquet qui se trouve ici. Donc, les gens ont butiné, ont regardé, puis ça leur a pas plu ou ils n'avaient pas le temps et ils ont arrêté. Et puis ici, vous avez donc la dernière catégorie, c'est les gens qui finalement n'ont pas regardé tant que ça de vidéos et qui ont fait les exercices, même certains ont fait pratiquement tous les exercices en les réussissant, et comment dire, qui se trouvent dans cette frange-là. Alors, c'est assez intéressant parce que
Là-dedans, vous avez des gens qui ont pratiquement tout réussi sans regarder les vidéos. Donc, vous pouvez penser que ce sont des collègues ou des gens qui ont déjà suivi le cours et qui voulaient juste, en fait, rafraîchir éventuellement leurs connaissances pour savoir s'ils étaient encore capables de tenter les exercices. Et puis, ils ont regardé une ou deux vidéos en se disant, oh, tiens, c'est quoi déjà ce truc-là? Et pour se rafraîchir la mémoire. Donc, voilà une petite typologie de ce qu'on pourrait observer. Là encore, c'était fait que sur les 102 qui ont, comment dire, suivi, qui ont été actifs dans le MOOC. Ça, c'était une autre, comment dire, représentation, mais comme les couleurs passent très mal, je vais la passer très rapidement. Vous avez ici une échelle logarithmique qui est le nombre de fois que les gens ont interagi, soit en regardant une vidéo, soit en tentant un exercice, soit en faisant un QCM, etc. Donc, vous avez une échelle logarithmique sur le nombre de fois qu'ils ont interagi. Et ici, vous avez les étudiants, donc les 102 étudiants actifs dans le MOOC, qui ont été classés par nombre d'interactions descendantes. Bah, vous voyez que quelque chose qui est comment dire, assez standard, c'est-à-dire que le nombre moins ils font d'interactions, moins ils font d'exercices, ça tombe sous le sens. Ce qui est plus intéressant, c'est le nombre de leçons et de vidéos qu'ils ont vues. Et là, on s'aperçoit que c'est vraiment très, très divers, c'est-à-dire que vous avez par exemple des points rouges qui représentent le nombre de vidéos vues, qui se trouvent à ce niveau-ci. Ici, vous en trouvez des qui sont très bas. Ici, vous en trouvez un qui est à 0, etc. Ce qui montre en fait que les besoins des gens en termes de vision de vidéo, etc., sont très différents comment dire, les uns des autres. Donc, mieux comprendre effectivement ces populations et savoir ce qu'ils attendent est un sujet intéressant. Alors, voilà. Bon, il y a des tonnes de choses. 93% des gens dans le MOOC venaient de France. Il y en a un qui vient de Chine, ça devait être un enseignant du lycée français de Pékin ou quelque chose comme ça. Puis il y en avait un aussi des États-Unis et ils ont suivi tout pratiquement jusqu'à la fin. Donc, je ne sais pas qui ils sont, mais voilà, c'est pas énorme, mais c'est ça. Alors, hop. Comment dire, le genre, ben, les un quart de femmes seulement. Les années de naissance, ben, c'est plutôt un MOOC, comment dire, qui a quelques vieux là, entre 51 et 72, et puis le paquet d'étudiants venant de l'université de Nice qui se trouve effectivement plutôt à droite. J'avais posé une question stupide dans le premier questionnaire, c'était avez-vous l'intention de suivre le MOOC jusqu'à la fin? Eh ben, il y a quand même un quart des gens qui ont répondu au questionnaire en me disant bah non, j'en suis pas vraiment sûr. Je, leur, leur persévérance, comment dire, déclarée m'a étonné au début. Voilà. Alors, ça, c'est une courbe alors, qui est un peu compliquée à comprendre. Ici, vous avez les numéros des semaines et vous avez le nombre de gens qui se sont inscrits dans cette semaine-là et qui sont actifs. Et vous avez dans la courbe bleue le nombre de gens qui ont réussi le MOOC en examen final. Et on s'aperçoit que les courbes sont assez semblables en fait, ce qui montre que même des gens qui se sont inscrits en 8e semaine ont réussi en fait à réussir le MOOC tout entier. Et donc je suppose effectivement que ce sont des gens qui connaissaient déjà le sujet pour s'être inscrits en 8e semaine et avoir torché les exercices en 2 ou 3 semaines seulement. Donc c'est encore une fois, ça montre que les motivations des gens qui suivent les MOOC sont quand même assez de temps en temps curieuses, et en tout cas très différentes de celles qu'on peut voir dans les cours ici en amphi. Ça, c'est un histogramme en gros du nombre de vidéos qui ont été vues, toujours par les actifs, hors la bande-annonce qui a été vue beaucoup plus de fois. Et là, vous apercevez effectivement qu'on atteint un plateau en gros à peu près en 4e semaine, et à partir de la 4e, 5e semaine, ce sont les gens qui sont persévérants, qui continuent de regarder les vidéos, sachant que les premières vidéos sont toujours regardées plus que les dernières parce que les gens en ont marre. L'ensemble des vidéos par semaine représentait entre 30 et 40 minutes pour vous donner un ordre de grandeur. Alors, ça, c'était juste aussi deux petites statistiques. Alors, il ne faut pas les regarder en détail. C'est juste en fait les heures à laquelle les gens ont regardé les vidéos et les heures à laquelle les gens ont tenté les exercices. En gros, la seule chose qu'on peut sortir, c'est que les gens regardent les vidéos à peu près tout le temps dans le jour et la nuit, sauf entre 3h et 7h du matin où il y avait relativement peu de gens qui regardent les vidéos. Mais vous voyez quand même qu'on a des pics à 3h du matin pour la semaine, je ne sais pas combien. Par contre, les exercices, ben, c'est plutôt des choses que les gens font à partir de 10 ou 11h seulement du matin. Bon, c'est curieux, mais d'un côté, les exercices, vous avez à réfléchir, alors que les vidéos, c'est quand même beaucoup plus passif. Et puis le soir, il y a les films à la télé, donc comment on dit, on s'aperçoit que ça regarde moins les vidéos à ce moment-là. Bien. Et ça, ah oui, ça c'est une courbe qui montre que les vidéos de la semaine I ont-elles été regardées dans la semaine I ou dans la semaine J.
Et on s'aperçoit effectivement, donc vous avez le premier pic qui se trouve ici, qui est les vidéos de la première semaine, qui sont regardées plutôt la première semaine, mais on s'aperçoit que ça continue à regarder. Les vidéos de la deuxième semaine, les vidéos de la troisième semaine. Et en fait, comme les gens ont trouvé quel était le schéma de nommage des vidéos, ils ont commencé à regarder les vidéos en avance. Ce qui fait qu'il y a des vidéos de la semaine 3 qui ont été regardées dès la semaine 1 parce qu'il y a des gens malins sur les URL. Voilà. Euh, dernière dernière stat, ça c'est en bas, vous avez le nombre d'exercices qui ont été vus et le nombre de réponses qui ont été soumises, c'est-à-dire le nombre de fois que les gens ont essayé de résoudre tel ou tel exercice. Et ce qui est assez intéressant en fait, c'est que je vous ai mis donc la bisectrice en gros qui correspond donc à un exercice vu, un exercice répondu. La plupart des gens s'y sont repris à plusieurs fois pour résoudre les exercices, mais ça c'est relativement logique. Il y en a relativement peu qui ont effectivement, comme par exemple ici, il y en a relativement peu, c'était pas ça que je voulais faire, il y en a relativement peu qui ont abandonné en regardant les exercices sans s'y frotter. C'est-à-dire que les gens qui ont regardé au moins 10 exercices, en général, ont tenté de les résoudre plutôt que simplement regarder l'énoncé et dire c'est trop fastoche, je passe à la suite. Donc ça permet effectivement de voir que les gens se sont plutôt accrochés effectivement à faire les exercices. Puis ça, c'est juste pour impressionner parce qu'on a des masses de données. Vous avez ici, dans la diagonale, vous avez les exercices de la première semaine qui sont tout au fond, les exercices de la dernière semaine qui sont tout au début. Vous avez ici en bas le nombre de minutes, donc 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, etc., qui permettent de conduire à la solution de l'exercice. Donc vous apercevez que plein de gens ont mis beaucoup de temps à faire le premier exercice parce que et si c'était la première fois qu'ils voyaient la récursion, ça leur a pris du temps, mais qu'au fur et à mesure, en fait, on a une espèce de dégression où les gens, vont de plus en plus vite à résoudre l'exercice. Ce qui est, intéressant, c'est qu'ils ont appris quelque chose au moins. Alors, quelques mots sur le déploiement et sur l'ensemble des machines qui ont été mises à contribution. Je craignais beaucoup d'avoir beaucoup d'étudiants, plus que je ne saurais, en gérer. Et donc, du coup, j'avais essayé de regarder. Et donc, j'avais peur que que ça ne passe pas à l'échelle. Et donc, du coup, j'ai pris beaucoup de solutions Google parce que ça passe à l'échelle. Et puis, en plus, c'était gratuit et j'avais pas le nombre de machines suffisantes dans mon entourage proche. Donc, on a utilisé des forums Google, des wikis Google, des sites Google, des courses builders Google, des vidéos YouTube, etc., etc., sauf les vidéos qui ont été prises par le CPM qui sont hébergées sur les serveurs de l'UPMC. Alors voilà en gros l'architecture totale qui a été faite. Ça, c'est la chaîne pour la correction automatisée. Donc, ce qu'on peut voir en fait, c'est que vous avez les apprenants qui se trouvent effectivement ici. Tout d'abord, ils s'adressent à une première machine qui est, disons, le front-end, qui leur permet en fait de s'authentifier pour être connus du système. Ensuite, ils vont chercher les énoncés dans les serveurs d'exercice. Une fois qu'ils ont les énoncés et qu'ils les regardent, ils peuvent soumettre des solutions dans une file d'attente qui se trouve ici. File d'attente qui est régulièrement inspectée par un chef d'orchestre qui gère la correction automatisée et qui stocke au bout d'un moment à la fois les notes dans une base de données et à la fois les rapports de correction dans un serveur de stockage qui est repris par la machine front-end pour être montré à l'apprenant. Donc voilà en gros comment marche l'architecture et ça permet effectivement de mettre un certain nombre de machines en parallèle au milieu de manière à avoir plus de résistance aux pannes, un débit plus intéressant, etc. etc. Alors, tout ça en fait est fait avec des machines virtuelles parce que c'est extrêmement pratique et surtout ça permet de geler les versions des bibliothèques dans un état où ça marche et surtout quand vous faites un aptitude update de ne pas tout casser parce que c'est la mort. Et depuis 2008 que cette architecture tourne, je peux vous dire que on a déjà passé de Debian 4 à Debian 7, et à chaque fois ça casse des trucs parce que tout change, etc. Donc le seul gros problème aujourd'hui qui peut se résoudre mais qui ne l'est pas aujourd'hui, c'est que les versions virtuelles sont des gros fichiers de 4 gigas et que quand vous changez une virgule, ça fait juste 4 gigas de nouveau à télécharger, ce qui est un petit peu gros. Ce qui est marrant aussi, c'est que vous avez des programmes qui tournent pendant des mois. Et donc, si vous avez une petite fuite mémoire quelque part, un petit fichier temporaire qui reste, au bout d'un moment, votre machine est saturée et elle s'arrête. Et donc, en fait, c'est un type de programmation assez intéressant ou d'essayer de fabriquer une machine qui reste, en ligne et qui tourne pendant des mois et des mois.
bah, en général, on découvre qu'on a laissé une scorie au moment où la machine se plante. Voilà. Bon, les exercices en état GZ, je vais passer là-dessus parce que c'est pas, comment dire, un peu technique et c'est moins intéressant. Alors, le mock en lui-même, donc j'ai parlé d'exercice à correction automatisée. En fait, c'était, il y avait deux interprètes différents qui étaient liés. Et donc là, j'ai repris donc en local l'interprète qu'avait développé Frédéric Péchanski pour le cours donc LI 101. Et donc en local, vous aviez un premier bouton qui permettait, donc c'est le bouton qui se trouve ici, là, le petit bouton rouge, qui permettait de prendre le programme qui était là, de l'exécuter en local dans le navigateur et de donner le résultat tout de suite derrière. Pour tous ceux qui ont fait du LI 101, en fait, ont connu ce système-là. Le second bouton, le petit bouton qui se trouve ici, vert, lui permettait d'envoyer le même programme en fait dans les serveurs de notation, donc toute l'architecture qu'on a vue auparavant, et d'obtenir un rapport de correction qui dit bah, j'ai fait ceci, j'ai observé cela, par rapport à la solution, j'ai observé aussi cela, je compare votre solution, la mienne, etc. Et finalement, votre programme vaut 3 sur 20, etc. Voilà. Donc ça permettait effectivement d'avoir deux interprètes. Alors, il y a des petites différences entre les deux interprètes, et ça, c'est des choses effectivement qu'il faudrait corriger à l'avenir, de manière à ce que, par exemple, les messages d'erreur soient exactement les mêmes et pas. Pour un cours, donc effectivement, qui utilise un langage de programmation, je continue à penser que d'offrir un évaluateur particulier pour le langage qui est permis pour le cours et rien d'autre est vraiment la technique qu'il faut utiliser. Parce que ça permet effectivement d'avoir un langage qui est restreint à ce que les gens savent et sans aucune échappatoire possible en dehors. Et ça, c'est vraiment, comment dire, je pense, important. Lancer les gens dans un langage de programmation où il y a tout, où ils peuvent trouver sur Internet des tonnes de choses, des tonnes de librairies, etc., c'est en fait les jeter dans une baille profonde et sans trop d'espoir, effectivement, de leur apprendre quoi que ce soit. Alors, pardon. Voici une dernière statistique qui est, donc ces courbes représentent en rouge, donc la courbe qui est au-dessus, c'est le nombre d'essais qui a été fait semaine par semaine. Vous avez ici en orange le nombre de réussites à 80%. On a estimé que quand vous réussissiez un exercice à 80%, c'est-à-dire au-delà de 16 sur 20, vous aviez réussi. Et en vert, les exercices réussis à 100%. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que la différence entre l'orange et le vert, en fait, est relativement faible. C'est-à-dire que la plupart des gens ne se sont pas limités à obtenir 80% de la note, c'est-à-dire 16 sur 20. Et ça, c'est une, comment dire, c'est une réminiscence en fait de quelque chose qu'on avait observé dans les années 2002-2003 quand on avait fait le cours ELI 101. On s'était posé la question donc parce qu'il y avait de la correction automatisée. Est-ce qu'on montre des solutions types aux gens qui ont réussi, mais où mettons la barre de la réussite? Et on avait décidé à l'époque effectivement de mettre la barre à 16 pour deux raisons. La première, c'est que si vous vous contentez d'avoir 16 sur 20, ça veut dire qu'il y a des exemples que l'enseignant a fait qui ne passent pas sur votre code, c'est-à-dire que votre code est partiellement faux. Et permettre aux gens de continuer à utiliser ce code faux pour faire les questions suivantes est en fait un moyen de leur apprendre que lorsqu'ils auront ultérieurement un code qui ne marchera pas, eh bien en fait ils devront se poser la question de savoir est-ce que c'est les nouvelles injonctions que j'ai faites pour la question 2 qui font que mon code ne marche pas, ou est-ce que c'est les erreurs de la question 1 que je n'ai toujours pas corrigées qui en fait entraînent ce dysfonctionnement. Et au bout d'un moment, en fait, on s'aperçoit que les étudiants comprenaient qu'il valait mieux avoir 20 sur 20 à la question 1 avant d'aborder la question 2 pour des raisons en fait de simplification de la mise au point des programmes. La deuxième raison, c'est que le fait d'avoir réussi, donc d'avoir au moins 16 sur 20, permettait de montrer des solutions qui avaient 20 sur 20 à l'époque. Et on s'était rendu compte que les étudiants ne regardaient jamais la solution quand on en donnait une, mais ils étaient intrigués quand on donnait au moins deux solutions. Et on pensait à l'époque que la raison principale est que quand ils arrivent en première année de fac et qu'ils ont fait que les cours de mathématiques standards, en fait, il n'y a toujours qu'une solution en maths. Ils n'ont jamais vu des solutions alternatives. Ils n'ont jamais vu qu'on pouvait faire ça ou ça. Et donc, pour eux, il y a un concept qui est la solution avec un grand L et un grand S. Et quand on leur montrait deux solutions, et c'est assez simple en informatique d'avoir deux solutions, pensez par exemple à des problèmes de coloriage où vous pouvez prendre les X puis les Y ou les Y puis les X et vous avez des programmes différents, ça les intrigue qu'il puisse y avoir deux solutions et deux solutions qui ne se ressemblent pas. Et on s'était rendu compte donc que les étudiants ne regardaient les solutions que quand il y en avait plusieurs. Et donc, c'était la raison aussi pour laquelle, pour leur permettre de progresser, on avait mis la barre à 16 sur 20 pour la réussite plutôt qu'à 20 sur 20.
Eh bien, là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, là, la plupart des étudiants, en fait, se sont accrochés jusqu'à réussir le 100% plutôt que le 80%. Ça, c'était pour les problèmes d'élasticité, donc de passage, comment dire, au nombre. Donc, j'avais fait des tas de calculs sur la charge des différents serveurs, des serveurs proxy, des serveurs de stockage, des serveurs d'acquisition et des serveurs de notation, ceux qui se trouvent à droite. Et puis finalement, comment dire, jusqu'à un certain temps, il y avait 6 machines de notation en parallèle qui, comment dire, étaient capables de traiter les exercices au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Et puis en fait, ce dont je me suis aperçu très vite, c'est qu'en fait, quand un exercice arrivait, vu le nombre d'étudiants qu'il y avait, et ben en fait, les 6 machines se jetaient dessus, il était corrigé 6 fois. Fort heureusement, on obtenait 6 fois la même note, mais ça veut dire qu'en fait, une machine aurait largement suffi pour le nombre de gens qui étaient dans le mock. Mais bon, ça m'a permis de tester un certain nombre de choses sur l'élasticité. Voilà, donc tout ceci en fait a été totalement inutile. C'est ce que je montre ici. Alors, quelques mots sur la correction automatisée, parce que là, ça devient, comment dire, plus intéressant. Donc voilà l'ossature. Donc, comment on fait de la correction automatisée? On fait des tests unitaires, comme on fait, comment dire, dans plein de secteurs informatiques, des tests unitaires. Donc, l'exercice typique en programmation récursive est de dire, écrivez-moi une fonction qui répond à la spécification ceci, ceci, cela. Donc, vous avez le code de l'apprenant qui se trouve ici, et on demandait systématiquement aux gens d'écrire non seulement une fonction, mais d'écrire les tests à cette fonction. C'est-à-dire qu'on était, comme je disais tout à l'heure, dans un mode test-driven development où on demande aux gens de non seulement écrire quelque chose qui répond à la spécification, mais d'écrire comment ils testeraient qu'on répond à cette spécification. Donc, le code ici part dans l'infrastructure et il est corrigé en fait par comparaison par rapport au code de l'enseignant qui lui effectivement écrit la même chose, à savoir une solution et des tests, et on passe en fait le code de l'étudiant, on le compare par rapport au code de l'enseignant. Alors, en fait, c'est pas tout à fait, comment dire, aussi simple, et il y a un certain nombre de points sur lesquels en fait on peut se demander comment faire. Donc voici un petit exemple ici où vous avez une fonction qui a été définie, donc define foo, je l'appelle la fonction de l'étudiant, S comme student, et puis il y a une clause vérifier foo dans laquelle on dit foo de ceci doit donner ça, foo de cela doit donner ça, etc. Et on exigeait qu'il y ait au moins 2 tests. Donc, il y a un certain nombre de tests qu'on peut faire. Le premier test qu'on peut faire, c'est qu'on peut vérifier, et c'est ce que j'ai marqué en termes de cohérence, on peut vérifier que les fonctions de l'étudiant passent les tests de l'étudiant. Et là, pour assurer que les serveurs n'avaient pas à traiter des choses complètement incohérentes et sans aucun sens, on refusait de corriger tant que la fonction de l'étudiant ne passait pas ses propres tests. Ensuite, on peut se demander si l'étudiant répond bien au problème qui a été posé. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait la fonction de l'enseignant et on la passait dans les tests de l'étudiant pour vérifier effectivement qu'il était bien en train de traiter du problème qui était posé et non pas d'un autre problème. Genre, on lui demande la factorielle et il répond Fibonacci parce qu'il l'a trouvé sur le réseau. Ensuite, on avait un second test de correction où là, ce coup-ci, maintenant, on prend la fonction de l'étudiant et on la passe dans les tests de l'enseignant. Et en passant dans les tests de l'enseignant, en fait, on va compter simplement le nombre de tests unitaires qu'il a réussi à faire sur l'ensemble des tests que l'enseignant lui a proposés. Et puis, un dernier point, en fait, qui est arrivé en septembre-octobre quand on a commencé à déployer en test le système, il y a des gens qui m'ont dit, mais en fait, il faudrait vérifier aussi que les tests que l'étudiant a écrits ont bien du sens. Et donc, le premier essai qui était, comment dire, fait un soir comme ça, c'était de dire, on va compter le nombre de tests que l'étudiant a écrit par rapport au nombre de tests que l'enseignant a écrit. Et c'est totalement débile parce qu'en fait, si vous voulez avoir une bonne note, vous prenez votre test, vous le dupliquez 25 fois et vous avez beaucoup plus de tests que l'enseignant. Et il y a d'autres problèmes aussi. Supposons qu'on vous demande un problème où on vous dit, on veut une liste de machins qui répondent à telle spécification. Vous pourriez vous dire, mais l'étudiant, il est mauvais, donc je vais tester sur une liste d'entiers, une liste de chaînes, une liste de booléens, une liste de listes d'images, pour tester qu'il a bien écrit un code polymorphe et non pas un code monomorphe. Donc ça veut dire que vous dupliquez en fait le nombre de tests qu'il va y avoir côté enseignant, mais en fait, ils testent tous la même chose, parce que si l'étudiant a écrit quelque chose de polymorphe dès le début, ça ne sert à rien de le tester X fois. Donc tout ça fait que comparer les nombres de tests que l'étudiant a écrits et les nombres de tests que l'enseignant a écrits n'a aucun sens. Et puis, l'illumination m'est venue, comment dire, quelques soirs après. Je me suis dit, non, ce que je vais faire, c'est des tests de couverture. Et donc, vous le voyez ici, en fait, on va prendre les fonctions de l'étudiant et les passer dans les tests de l'étudiant, et on va vérifier quelle est la couverture de ces tests, c'est-à-dire toutes les parties de code qu'il a agitées avec ces tests.
Maintenant, on prend la même fonction de l'étudiant et on prend les tests de l'enseignant et on regarde toutes les parties de code de l'étudiant que les tests de l'enseignant ont agitées. Et on compare simplement la couverture de tests de l'étudiant et de l'enseignant. Et ça permet de donner encore une fois une note. Alors, il y a un petit ouf qui traîne ici et que vous avez sûrement vu et vous vous demandez qu'est-ce que je pouvais bien vouloir dire. En fait, il se trouve que j'avais pris en septembre une bonne décision qui était que la correction 1 était affectée d'un poids 0. Ce qui veut dire en fait que qu'on réussisse ou pas, ça comptait 0. J'avais pas beaucoup réfléchi à ce truc-là, mais je voulais en fait que, je sais plus pourquoi j'avais pris 0. Je voulais mettre le poids sur le code et sur les tests. Et en fait, ça a été une excellente décision de prendre 0 parce qu'il se trouve que de temps en temps, le code de l'enseignant ne répond pas au code de vérification de l'étudiant. Alors, c'est une chose qui n'est jamais arrivée entre 2002 et 2006 et qui est arrivée en fait très très vite, au début du MOOC, donc pratiquement 3 semaines après le début du MOOC. Supposons qu'on vous donne une explication en vous disant calculez la factorielle pour tous les entiers strictement positifs. Bon, vous avez des étudiants qui vont écrire un code qui prend tout entier positif et qui calcule la factorielle. Supposons qu'un étudiant écrive un code qui prend tout entier positif ou nul et qui décide que pour le 0, la factorielle de 0 va valoir moins 3. Il a le droit. De toute façon, sa fonction répond à la spécification. Pour tous les nombres strictement positifs, il répond bien à la factorielle. Il a ajouté un cas supplémentaire qui est factorielle de 0 égale moins 3. Bon, il a le droit. Mais le problème, c'est qu'il a écrit maintenant un code dans la vérification où il dit « et je vérifie que factorielle de 0 donne moins 3 ». Et là, il se trouve qu'à ce moment-là, vous dépendez de la qualité de la fonction de l'enseignant qui se peut dire non, factorielle de 0, ça vaut 1. Et donc, ça va faire chuter les tests de l'étudiant. Donc, du coup, en fait, les enseignants ne peuvent pas écrire un code qui répond strictement à la spécification. Ils doivent écrire un code ultra précautionneux qui vérifie qu'on ne sort pas de la spécification. Et ça veut dire que le boulot de l'enseignant est juste un petit peu plus compliqué de manière à tester ce genre de choses. Voilà. Bon, c'est quelque chose qu'on apprend lorsqu'on a effectivement 585 inscrits et qui testent n'importe quoi. Tout ça, j'en ai testé. Alors, juste aussi pour ceux qui ont, disons, l'esprit un peu langage de programmation comme je l'ai, il y a une délicate séparation entre les espaces de nom des fonctions de l'enseignant et les espaces de nom des fonctions de l'étudiant. Et je voudrais juste vous donner 2-3 exemples pour montrer que ce n'est pas tout à fait si simple. Et donc, on va arriver sur les transparents notés, un brin de sémantique. Voici le code de l'étudiant. Il a défini, on lui demandait une fonction foo, il a écrit la vérification foo et il utilise une fonction bar utilitaire. Pas de problème. Donc, la fonction foo de l'étudiant utilise la fonction bar de l'étudiant. Maintenant, il a tout à fait le droit d'écrire un code dans lequel, quand il vérifie la fonction foo, en fait, il fait appel lui-même à une fonction utilitaire qu'il a définie ici. Il n'y a pas de problème à ça. Maintenant, on passe au code de l'enseignant qui se trouve donc en rapport. Voilà le code de l'enseignant. Lui, l'enseignant, il a écrit sa fonction foo, il a écrit sa vérification, mais sa fonction foo utilise une fonction utilitaire foo-bar. Donc, on est dans le cas où le foo de l'enseignant va utiliser le foo-bar de l'enseignant. Mais quand vous prendrez la fonction de l'enseignant et que vous la passerez dans les tests de l'étudiant, il faudra toujours utiliser le UX de l'étudiant et non pas le UX qui n'existe pas de l'enseignant. Donc, vous voyez qu'on commence à intégrer en fait une fonction prise dans un espace de nom enseignant dans un autre espace de nom qui est celui de l'étudiant. Mais il y a pire parce qu'en fait, il y a maintenant le fait que l'enseignant lui-même a pu utiliser une fonction utilitaire comme boolify, qui permet en gros de convertir n'importe quelle valeur scheme en simplement vrai ou faux. La fonction est là. Et donc, du coup, maintenant, vous avez que la fonction foo de l'enseignant, quand vous la mettez dans le code de l'étudiant, va utiliser le UX de l'étudiant, mais quand la fonction de l'étudiant va aller dans le code de l'enseignant, va utiliser le boolify de l'enseignant. Et donc, j'ai écrit une petite sémantique dénotationnelle pour arriver effectivement à bien comprendre effectivement comment se mélangent ces deux espaces de noms, ce qui n'est pas tout à fait trivial. Bien. Alors, il y a un interprète, instrumenté qui permet aussi de compter le nombre de fois qu'on fait des appels à telle ou telle fonction, le nombre de fois qu'on utilise telle ou telle forme spéciale, tel mot-clé, etc. Et donc, ça, c'est pour des futures, utilisations dans lesquelles on pourra
compter un peu l'usage des fonctions et la complexité de certaines fonctions. D'où on pourra par exemple faire des tests du genre est-ce que votre définition de la concaténation de liste est bien linéaire et non pas quadratique ou que sais-je encore. Il y a le fait pour susciter et maintenir l'intérêt qu'on a créé un tableau de chasse qui permet de montrer tous les exercices qu'on a tentés, qu'on a réussi à 80%, ils apparaissent en orange, ou qu'on a réussi à 100%, ils apparaissent en vert. Tout ça est, comment dire, pour flatter l'ego de l'apprenant. On a fait aussi des exercices graphiques. Donc, on leur disait, ben voilà, il y a un exercice graphique et donc, quand vous tourniez votre code, vous obteniez un beau dessin et vous pouviez publier votre dessin et le code qui correspondait sur une galerie qu'on a en accès partagé, ce qui permettait aux gens de pouvoir montrer leurs beaux dessins, et tout ça pour essayer de les intéresser. Alors, pour faciliter la progression aussi, très très vite, en fait, dès la semaine 3, au lieu de dire bah, ça vaut 5 sur 20 parce que vous avez réussi la moitié des tests de l'enseignant, on a commencé à montrer le test qui ne marche pas en disant sur tel truc, sur tel test, en fait, vous avez faux. On ne donnait pas la réponse attendue parce que sinon les gens auraient pu en fait très facilement écrire le code qui permettait de donner la bonne réponse, mais ça permet effectivement d'indiquer en fait comment dire, un indice aux gens comment progresser. Ensuite, je terminerai pour laisser la place à Fabrice. Au cas où il y aura une seconde édition, donc, il y a en fait finalement des nombreuses choses à modifier. C'est-à-dire qu'un MOOC, c'est pas uniquement statique. En fait, c'est comme tous les cours, c'est-à-dire vous en faites un premier la première année, et puis vous vous rendez compte qu'il y a des trucs qui marchent et d'autres trucs qui marchent pas, et donc vous modifiez ça, vous l'améliorez pour la seconde année. Donc, il y a certaines vidéos qui sont un peu longues, il y a certaines vidéos où on parle de deux choses à la fois, il faudrait scinder, refaire, enrichir. De temps en temps, on parle d'une chose qui se trouve sur l'écran, mais on n'indique pas où dans le transparent elle est. Donc là encore, il y a du boulot pour, je dirais, indiquer mieux de quoi on parle ou quel aspect particulier on cherche comment dire, à préciser. Il y a un net problème en fait d'indexation. C'est-à-dire que quand les gens réfléchissent ou quand vous leur posez un QCM, etc., ils disent il en a parlé de ce truc-là, c'était je ne sais pas dans quelle vidéo et je ne sais pas dans quelle minute de la vidéo. Et donc clairement, il y a un boulot d'indexation en fait de toutes les ressources qu'on offre qui est comment dire important à faire. Il y a aussi l'aspect glossaire. L'aspect glossaire est extrêmement important parce que la plupart des gens en fait posent des questions qui ont ni queue ni tête parce qu'ils n'utilisent pas le bon vocabulaire et que vous n'arrivez pas à former une communauté si les gens n'ont pas un vocabulaire unifié. Et donc les glossaires, encore une fois, c'est des choses extrêmement importantes. Et puis il y avait comment dire des choses que je voulais faire, notamment le binomage, la classification des réponses, mais ça j'en parlerai lors de la synthèse en finale.